Bonjour Pierre Carly, on est ici au cœur du dispositif SAMU de Paris, dont tu es la responsable. Et l'idée c'est de te rencontrer pour examiner avec toi l'immense expérience que tu peux avoir ici, avec les SAMU en général, sur ces affaires de santé publique, catastrophe, urgence maximum, pour en tirer des éléments sur qu'est-ce que le passé nous a appris, et pour aller sur l'avenir. Attention, qu'est-ce qu'il faut avoir dans la tête pour des nouvelles frontières de situations compliquées. Et c'est un peu pour aller sur ces questionnements que je suis venu te voir. Premièrement, le premier point, ce serait l'expérience. Qu'est-ce que tu as déjà comme bagage, puisqu'il y a une très très grande quantité d'expérience. Qu'est-ce que tu voudrais en dire de cela? Qu'est-ce que tu peux en dire pour avoir quelques points clés? C'est assez intéressant parce que bon, mon domaine de compétence, c'est la médecine. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. C'est pas la crise, c'est pas la catastrophe, c'est l'aspect médical de tout ça. Et la composante médicale est une composante qui est apparue en cours de route dans les événements exceptionnels. Avant, les victimes, c'était plutôt une statistique. Maintenant, c'est quand même quelque chose auquel on fait extrêmement attention et qui est une part très importante du phénomène, de son retentissement, de sa gestion. Cette notion, elle est apparue, je dirais, il y a plus d'une vingtaine d'années. Et d'une manière assez, je dirais, étonnante. C'est probablement le fait du hasard. Je fais partie de la génération de médecins qui a été directement plongée dans ce domaine. À l'époque, dans les années 80, j'étais chez Pierre Hugnard. Pierre Hugnard a inventé la capacité de médecine de catastrophe. Il a demandé à ce que ça soit reconnu comme enseignement. Et donc, je me suis trouvé dans les premiers étudiants à cette époque-là, jeune chef de clinique, donc médecin extrêmement dynamique dans un tel contexte. Et ceci m'a amené à être impliqué physiquement dans un certain nombre d'actions, de missions, de phénomènes, puis ensuite d'en avoir vécu d'autres, cette fois-ci plus comme responsable d'équipe, puis comme organisateur, puis comme chef de service. Et donc j'ai une vingtaine d'années d'expérience de ce type d'événement. Alors c'est intéressant, parce que vraiment on voit là une évolution vraiment importante de la conception, une évolution aussi de notre perception des priorités, de la prise en charge, du retentissement que ça peut avoir. Et puis maintenant, c'est devenu quelque chose d'incontournable. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans ma position, qui est responsable de SAMU, qui est organisateur d'un service d'urgence, qui travaille dans un grand CHU, il est obligé d'avoir dans sa pratique des notions bien claires dans ce domaine, parce que ça peut être tous les jours, et ça peut être extrêmement fort, extrêmement important, extrêmement visible. Alors l'expérience, elle est venue progressivement, tas de petites choses, hein. Ça a commencé par des explosions de bombes terroristes, des catastrophes avec des accidents de train, des missions à l'étranger dans des catastrophes naturelles. Et puis quelques points où je me suis retrouvé vraiment là en première ligne en tant qu'organisateur. Moi je voudrais en sélectionner 2 ou 3 simplement. Hein. Je voudrais qu'on parle de Furiani. Parce que Furiani, c'est une des, je dirais, c'est une des catastrophes les plus intéressantes, car elle nous a fourni, sur le territoire français, un cas très particulier que nous ne pensions pas avoir. Nous avons en France un tissu, en termes de santé, qui est énorme. On a un pays surmédicalisé, et quand je dis sur, c'est pas une critique, hein, c'est surmédicalisé au sens où on a énormément investi dans l'infrastructure, dans les médecins, dans les éléments. Et Furiani était l'exemple d'une catastrophe faisant de nombreuses victimes dans un endroit relativement isolé, car c'est une île. Et là, Furiani a été pour moi, je dirais, un des moments où j'ai compris qu'il fallait prendre du recul sur l'action immédiate. Recul pourquoi? Car le cas de figure n'était pas un cas de figure qui était prévu. Furiani, vous vous souvenez de ce stade, c'est la tribune qui s'effondre, il y avait un dispositif de SAMU qui était mis sur place parce que c'était un match de football important. Royalement, nos collègues de Corse, qui ont fait le maximum, avaient prévu quelques lits de réanimation à proximité, directement sur le stade. Et je dirais, la perversité des situations a voulu qu'il soit en plein milieu de la tribune qui s'effondre. Et l'hôpital de Furiani était en plus très proche. L'hôpital de Bastia est très proche du site de Furiani, c'est vraiment la même commune, donc l'hôpital a pris plein fouet une vague de blessés. Et à Furiani, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Moi, j'y suis arrivé dans la nuit, c'est Bernard Kouchner qui a appelé mon patron de l'époque, Geneviève Barrier, qui lui a dit « il faut venir, nous donner un coup de main, je suis en Corse, envoyer des troupes fraîches, il faut aider nos collègues corses. » Et évidemment, beaucoup de gens étaient volontaires. J'y suis donc arrivé dans la nuit, c'est-à-dire quelques heures après vraiment le choc initial, et puis on a pu voir l'effet de cet afflux de victimes, de ce choc,
sur l'hôpital, sur un hôpital de moyenne dimension, bien équipé, avec de bons médecins, avec des éléments qui sont des éléments qu'on retrouve partout sur le territoire français. Ça, je pense que c'est un élément vraiment intéressant, parce que nous avons vu là quelles étaient les faiblesses de notre organisation. Ce n'est pas pour dire que les Corses ont fait mal, ils ont fait très bien avec les moyens du bord, mais les Corses se sont retrouvés à dispatcher dans un hôpital des malades dans tous les services, en mettre dans les couloirs, dans toutes les chambres. Et nous avons vu l'hôpital de Bastia le lendemain matin, il était passé sur le mode le plus dégradé qu'on peut trouver, c'est le pilotage automatique. C'est-à-dire que les équipes soignantes s'étaient autonomisées et faisaient ce qu'elles ont l'habitude de faire en essayant de l'adapter aux circonstances où elles étaient. Et ceci, moi, m'a immédiatement mis dans l'esprit le fait que nous devions avoir là une prévision, un plan qui tienne compte de cet aspect particulièrement rude d'être submergé par les victimes, et donc que les équipes de terrain n'aient plus la possibilité de recul, n'aient plus la possibilité de dire, eh bien, on va faire comme d'habitude quand on a un patient, c'est-à-dire on se met autour d'une table, on discute, on s'organise. Ils n'ont pas eu le temps de faire ça. Nous qui arrivions de l'extérieur, nous avons eu la possibilité de faire ça, et donc instantanément, on a eu un accord terrible avec eux, vraiment symbiotique, et on a mis en place des structures, on a réactivé une salle de réveil qui a travaillé toute la nuit et qui est devenue une unité de réanimation complémentaire, on a fait la visite dans les étages, on a classé les patients par priorité, on les a repérés, puis l'hôpital a mis des mois à guérir de cette situation parce qu'ils ont été vraiment submergés. Mais en tout cas, nous, on a eu la chance d'arriver un peu après et donc de voir le résultat et de pouvoir les aider à rectifier le tir, et ça, c'était fondamental. Ce jour-là, j'ai compris que notre problème, c'était en permanence, lorsqu'on est impliqué dans une action, de ne pas prendre le temps de regarder où on est et où on va. Et c'est un phénomène très, mais vraiment très pervers dans la médecine. C'est que l'engagement physique est tel au moment où vous prenez en charge les victimes. Vous y mettez tout ce que vous pouvez, tous les gens qui sont avec vous, toutes vos troupes, tous vos services, s'impliquent physiquement et moralement à 110%. Et s'ils ne sont pas dans la bonne direction, s'ils n'ont pas bien vu où étaient les points de faiblesse, cette implication risque de perdre énormément de son intérêt, de sa puissance, de son efficacité. Ça, c'est un élément fondamental. Ça m'a beaucoup servi par la suite. Et j'ai compris que, très clairement, il fallait savoir regarder un tout petit peu à côté, un tout petit peu dehors, et que notre vue initiale était toujours une vue qui était fausse. Le deuxième point qui m'a conforté dans cette idée-là, c'est mes propres réactions par rapport à certains phénomènes. Et alors que j'avais commencé à sentir cette difficulté, je me suis aperçu, moi-même, comme les autres, comme tous nos collègues, en région parisienne, donc des gens dont la compétence ne peut pas être discutée, eh bien on a tous la même réaction. Quand on est confronté à un phénomène exceptionnel, en termes médicaux, comme on est bon, on sait qu'on est bon. Comme on est vraiment bon, eh bien notre première réaction c'est de dire « je contrôle la situation ». Merci, je n'ai pas besoin d'aide, je contrôle la situation. Il y a des victimes partout, j'en vois tout autour de... Je contrôle cette situation parce que je vais me projeter avec les éléments, je vais les mettre en place, et ainsi de suite. Et c'est extrêmement pervers parce que plus on est compétent, plus on contrôle. Et c'est donc là qu'il y a vraiment le piège. Alors la traduction de ça, ça a été dans les attentats, donc disons plusieurs années après Furiani, les attentats en région parisienne. Vous vous souvenez de cette période, 95, 96, attentats terroristes. Des attentats terroristes pas très méchants en termes de victimes, mais extrêmement violents dans un pays comme le nôtre qui était calme. Deuxième vague terroriste, on a connu une 10 ans avant, qui pour nous avait été l'occasion de mettre en place des plans, de dire il faut qu'on ait un raisonnement. Eh bien, la deuxième vague, ça a été de dire mais il faut savoir adapter ces plans. Réfléchir sur très vite comment gérer des situations en instantané et non pas de manière rigide. Et je reviendrai sur ce point tout à l'heure, parce que ça c'est aussi une des découvertes qu'on a beaucoup senties avec 2 ou 3 exemples qui me paraissent vraiment importants. Et bien dans ces attentats de 95-96, on s'est rendu compte que nous devions, en région parisienne, travailler en réseau avec les autres SAMU et sûrement pas tout seul. Que quand il y avait 150 ou 180 victimes dans l'explosion d'une bombe artisanale dans le métro, bien sûr, le SAMU de Paris et les pompiers de Paris peuvent tout faire. Mais il était beaucoup plus intelligent de prélever sur nos collègues des départements avoisinants une équipe de réanimation supplémentaire qui venait nous aider. Cela nous donnait un recul énorme dans l'action, notamment si le phénomène s'étendait, notamment pour pouvoir mettre des patients dans toutes les structures de soins qui étaient autour. Et c'est ainsi que s'est créé dans notre esprit le premier schéma de plan blanc départemental,
qui, au cours de cette année, en août 2004, a été inscrit dans la loi. Vous voyez que cette idée a été conceptualisée longtemps après. Et nous avons compris que la réaction à l'exceptionnel, ce n'était pas un service, ce n'était pas un homme, même si tout le monde mobilisait à 100% ses moyens locaux, c'était de toute façon une réponse sans réseau. Et ça, c'est très très bon parce que la réponse sans réseau, ceux qui arrivent, ils seront comme moi à l'hôpital de Bastia. Ils ont la vie extérieure. Très clairement, devant l'inadéquation qui apparaît entre de nombreuses victimes et des services qui sont dimensionnés pour le quotidien, eh bien, la réponse, c'est de mettre en place quelque chose où c'est un réseau, donc une surface beaucoup plus grande, qui prend en charge l'événement. Ça diminue considérablement la pression, ça donne du recul. Et quand je dis ça donne du recul, ça donne aussi de la profondeur. C'est-à-dire une possibilité d'une réponse qui devient une réponse beaucoup plus étagée, beaucoup plus spécifique. Et en termes médicaux, ça c'est fondamental. Ça se traduit par des hospitalisations dans de nombreux hôpitaux, par une qualité des soins qui est maintenue, par des équipes qui savent précisément quel est leur travail et qui se coordonnent entre elles pour prendre en charge de nombreuses victimes. Et ainsi, on peut presque transformer un événement exceptionnel en une situation, je ne dirais pas réglée, mais en tout cas dans une situation sur laquelle on n'est pas en permanence dépassé, mais on arrive à prendre un petit peu plus d'avance, ou en tout cas moins de retard. Voilà ces éléments. Donc voilà deux exemples. Je crois que c'est deux exemples qui sont pour moi assez marquants. Puis bien sûr, après, on a vu qu'on pouvait avoir bien pire, ne serait-ce que l'aspect de la canicule. Et je voudrais là parler d'un tout petit peu de l'aspect plan et dans les plans du danger et de la force du plan. Nous assistons à l'heure actuelle à une planification à l'extrême de l'implanifiable. On crée des plans pour tout, on crée de nombreux plans, et bien souvent, ces plans n'ont pas le vécu de leur utilisation. Moi, je crois que les plans, ils sont bons quand on s'en est servi, quand on les modifie. Une des choses qui nous a beaucoup profité en région parisienne, c'est de discuter avec les pompiers, avec les hôpitaux. Je ne dirais pas c'est du débriefing, c'est de l'analyse critique de nos circonstances. Et dans cette analyse critique, on voit qu'on est amené à faire tout un tas de choix opérationnels qui sont intéressants. Dans les exemples très concrets de cette discussion, dans les plans médicaux, une des techniques les plus importantes qu'on a mis en place et qui date du GNAR, c'est de dire, sur le terrain, pour fragmenter l'afflux de victimes, nous allons créer une unité de soins transitoire qu'on appelle le poste médical avancé. Et ça, c'est une idée qui est géniale. Mais elle est devenue tellement géniale qu'elle est devenue presque dogmatique. C'est-à-dire qu'on ne réfléchissait plus à quoi ça servait, mais on le crée parce qu'il fallait le créer et que c'était le plan. Eh bien, on s'est aperçu au cours d'un certain nombre d'interventions, notamment à Port-Royal, que si on n'était pas capable d'organiser un poste médical avancé, fonctionnel, au sens de traiter rapidement les victimes, les évacuer vers des hôpitaux qui sont prévenus, avec des équipes médicalisées qui sont exactement en charge de ce transport. Si on n'arrivait pas à cet objectif-là, eh bien, il fallait créer la notion d'un PMA virtuel. Et au lieu d'avoir un lieu physique où on mettait toutes les victimes, eh bien, on pouvait imaginer d'avoir un groupe d'ambulances qui devenait en soi une unité autonome de prise en charge de la victime. Et donc, en fait, au lieu de faire un lieu, on réunissait les ambulances. C'est une vision à la fois pragmatique, mais qui montre bien que si on n'arrive pas à faire le plan, qui dit vous prenez la plus grande pièce possible dans l'endroit le plus accessible avec une entrée, une sortie, un secrétaire à l'entrée, un secrétaire à la sortie, eh bien, il y a d'autres façons de le faire. Qu'est-ce qui compte? C'est le principe. Ce n'est pas la réalisation pratique sur le mode telle surface, tant de personnes, tel équipement. Ça, ce ne sont que des moyens, ce ne sont pas des objectifs. On retrouve le problème du départ, c'est-à-dire que manque de recul, et là encore, il peut y avoir un manque de recul, c'est-à-dire qu'on achète le plan et pas la lettre, on achète juste la lettre, mais pas l'esprit, et c'est ça qui est important. Est-ce que je tiens la situation avec le recul? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Alors, ça c'est le mauvais côté du plan, c'est donc ça, c'est de se laisser être prisonnier du plan. Et prendre du recul sur plan, c'est encore plus dur que quand il n'y a pas de plan, parce que ça veut dire qu'on est capable d'avoir une analyse critique sur un dispositif qui est en soi un objectif de réalisation. Alors c'est plus facile pour les médecins que pour un militaire ou pour un officier de pompier, parce qu'ils ont un règlement. Nous, on peut encore se dégager et dire que le plan est un outil, mais c'est pas simple, même pour ceux qui l'appliquent, il faut savoir le faire. Alors ce qui est amusant, c'est que, par contre, le plan peut être utilisé pour ce qu'il n'est pas conçu. Et j'ai un autre exemple à vous soumettre. C'est l'épidémie de SRAS en France avec les cas importés.
Je pense que celle-là vaut la peine d'être racontée, parce qu'elle a été très peu médiatisée, heureusement, parce que ça peut faire très peur, puis elle peut revenir au bout du jour avec de nombreuses infections gravissimes qui peuvent être de manière naturelle. Au moment où en France, on va commencer à parler du SRAS, le plomb sur les épidémies n'est pas bien au point et personne n'y a vraiment réfléchi. Mais on a beaucoup réfléchi avec Biotox à l'attentat terroriste. Et notamment avec l'attentat terroriste, à l'existence d'une contamination de personnes par un virus ou par une bactérie méchante et la nécessité de les prendre en charge. Quand arrivent les premières victimes du SRAS, on est au courant tout de suite. Pourquoi? Parce que les équipes du SAMU vont partir au Vietnam, à Hanoï, dans l'hôpital français d'Hanoï, au secours de médecins et d'infirmières qui ont attrapé cette maladie et qui sont en train d'en mourir malheureusement. Et donc nous avons très vite la notion que le SRAS c'est quelque chose qui est très contagieux de personne à personne, de près, notamment avec les soignants, notamment avec la respiration, notamment avec les sécrétions. Et nos équipes sur place très vite nous donnent des bilans, nous expliquent que des principes pastoriens, je dirais simples mais extrêmement rigides, vont permettre d'isoler les victimes, de limiter la contamination. Et très vite on se rend compte, on dit mais c'est un peu comme si on nous avait attaqué avec le SRAS. Et quand en France les premières victimes de SRAS vont arriver par avion, il y en aura fort peu heureusement, mais il y en aura, eh bien ce qu'on va appliquer c'est le plan Biotox. Il n'était pas du tout prévu pour ça, c'était un plan terroriste, ce n'était absolument pas un plan d'épidémie. Mais des points communs apparaissent dans cette épidémie, dans une attaque éventuelle, par un germe d'un bacille dangereux. Et en pratique, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va gérer au téléphone l'appel d'une personne. Ils vont dire, je reviens de Chine, je reviens d'Extrême-Orient, j'ai de la fièvre, je ne me sens pas bien, qu'est-ce que vous faites? On va dire, ne bougez pas, on vous envoie quelqu'un chez vous. Soit un médecin généraliste protégé, soit une équipe de transport protégée, dans une ambulance protégée, avec du personnel qui ne risque absolument pas de se contaminer. Et puis on va vous amener dans un hôpital, on va vous mettre, en quarantaine, le mot est mauvais, mais on va vous mettre quelques jours en isolement pour savoir si vous avez ou non attrapé quelque chose de grave. Et très naturellement, ce dispositif se met en place sur toute la France. Dans d'autres pays qui n'avaient pas prévu l'attentat terroriste, ils ont commencé par contaminer leurs ambulances, contaminer leurs médecins, contaminer leurs services de réanimation. Alors que nous, depuis le départ, un plan qui avait été prévu pour autre chose nous disait très clairement, l'objectif c'est d'isoler précocement les victimes, de les envoyer dans les hôpitaux référents, de choisir un certain nombre d'endroits très spécifiques pour éviter la contamination. Voilà un exemple où le plan nous a servi alors qu'il n'était pas du tout conçu pour ça. C'est quand même assez étonnant. Et c'est assez rassurant parce que nous avons eu quelque part la présence d'esprit de nous adapter et d'utiliser les outils que nous avions, pas forcément pour ce qu'ils étaient prévus de faire, mais pour ce dont on avait besoin à ce moment-là. Encore une fois, de recul. Voilà. Alors, ceci, moi, ça m'a amené à réfléchir à un certain nombre d'éléments. Et parmi ces éléments-là, le fond de la réflexion, c'est de dire, ne nous laissons pas intoxiquer par les outils, réfléchissons aux principes. Et peut-être qu'on arriverait à trouver un certain nombre de principes qui, en termes médicaux, sont des principes assez forts pour pouvoir se décliner dans de nombreuses circonstances. Et que finalement, si on ne sait pas ce qui se passe, on n'arrive pas à bien le concevoir, avec les principes, on peut retrouver une certaine logique à l'action qui nous protège quelque part de déviances qui vont être des déviances naturelles et de se précipiter pour faire un certain nombre de choses qui n'ont pas finalement l'adaptation qu'on voudrait à la situation. Alors c'est pas simple, mais on a commencé à réfléchir. Et dans la réflexion que l'on a introduite, il y en a une qui est, à mon avis, la plus caricaturale, c'est de dire qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait rien, si on était tout seul, et si on était confronté à un événement de très grande ampleur. Et cette question, quand on y répond, a une vertu thérapeutique énorme pour les médecins, c'est qu'en envisageant le cas le plus mauvais, on raisonnera de manière plus saine dans les cas plus avantageux. Et donc, ça nous conduit au raisonnement du médecin isolé confronté à la catastrophe. Alors ça, si on a une petite minute, je l'expliquerai bien, parce que ça me paraît un sujet qui est intéressant. Et ce sujet se décline d'une manière simple. C'est de dire, ben voilà, vous êtes le seul représentant de la science, du savoir-faire médical, dans un endroit, et vous vous trouvez confronté à un grand nombre de victimes. C'est bien ce que l'on craint le plus, c'est-à-dire l'inadéquation totale entre les moyens et entre le nombre de victimes. Et là, c'est quoi la raison? Eh bien, on essaie d'isoler, et je suis un peu moteur dans ce type de raisonnement. La loi de Carly sur la Voilà, c'est ce que les collègues appellent la loi de Carly, mais ça c'est plutôt pour rire.
C'est un certain nombre de principes sur lesquels il faut s'accrocher. Et ces principes, on les a déclinés de manière simple. Généralement, quand vous êtes médecin, et c'est ce que perçoit tout le monde, votre rôle c'est de soigner. Puis ensuite, quand vous avez soigné, vous organisez les soins. Puis ensuite, quand vous avez soigné, organisé les soins, ben vous allez rendre compte. Et vous faites des statistiques, des cours, vous informez les patients, n'importe. Et bien, si vous êtes isolé, il va falloir apprendre à faire l'inverse. Et un des premiers éléments qu'on explique, c'est que si vous êtes au milieu d'une situation médicale catastrophique et vous êtes le seul, vous êtes pour l'instant isolé, mais il existe autour de vous toute une planète. Et votre rôle n'est pas de soigner la première victime la plus grave, par exemple. C'est-à-dire d'investir toute la science que vous avez sur un cas particulier. Mais au contraire, prendre du recul immédiatement. Et ce recul devient fondamental, car ce recul, c'est de l'alerte, la possibilité d'avoir du renfort, la possibilité de mobiliser des gens qui vont venir vous aider. Et donc, une des premières règles qu'on explique, c'est vous êtes isolé et vous êtes médecin, la première chose que vous devez faire, c'est faire un pas en arrière pour regarder ce qui se passe. Et surtout pas vous précipiter en avant. Et très vite, quand vous regardez ce qui se passe, vous allez avoir un phénomène important, une ampleur importante, mais si vous pouvez, ne serait-ce qu'en donner une partie de la dimension, ça va rendre un service énorme à tous ceux qui sont loin et autour. Parce que ceux qui sont loin et autour, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si vous dites rien, ben, ils vont bien voir. Donc on va envoyer un éclaireur. Tandis que si vous envoyez déjà un message qui est de dire « je suis seul et j'ai face de moi ça », cette information elle a une valeur extrême en termes d'efficacité, car ce n'est pas un éclaireur, c'est directement la force de frappe. Et plus votre message est précis, plus les moyens seront adaptés, plus les gens qu'on vous enverra seront aptes à faire face à la situation, plus ils vont prendre de recul eux aussi en préparant la suite. Ça c'est un point. La deuxième chose, c'est qu'on a, tout à l'heure j'ai dit peut-être quelque chose qui serait interprété comme du mal du plan. C'est pas vrai, j'adore les plans. Mais il ne faut pas que les plans nous rendent prisonniers du plan. Par contre, quand on n'a pas du tout de plan, ben là on est bien démunis. Il faut un certain nombre de réactions simples, et très clairement, quand il y a un médecin, une situation catastrophique, ce médecin doit avoir dans la tête un schéma très simple de prise en charge de la victime. Moi je leur dis, si il y en a et vous oubliez tout, vous pouvez toujours en garder un. Et ce schéma, c'est, pour prendre en charge les victimes, commencer par les trier en deux catégories, celles qui vous paraissent très graves, celles qui vous paraissent moins graves. C'est un plan, main droite, main gauche, ça personne ne l'oublie jamais. Mais c'est déjà un élément d'organisation. Et quand vous commencez à être dans cette dynamique, très vite vous allez échafauder une structuration de prise en charge qui va considérablement augmenter l'efficacité de vos maigres ressources. Et de dire grave, pas grave, les pas graves, je ne vais pas m'en occuper, on va mettre quelqu'un, puis après je m'occuperai des graves, après que j'ai passé un bilan, une alerte, que j'ai bien circonstancié le phénomène, voilà le deuxième point. Donc ça c'est clairement quelque chose comme j'expliquerai, il vaut mieux un chef et un plan que rien du tout, et comme vous êtes tout seul et isolé, ben vous êtes le meilleur chef et votre plan c'est le meilleur. Il faut en être convaincu, et ça va donner beaucoup d'efficacité à la prise en charge sur le terrain. Puis après on pourra dire ils ont peut-être fait ça ou pas fait, peu importe. Mais au moins, le premier message n'a pas été « je contrôle, tout va bien ». Voilà. Et ce bout de 24 heures, on dit bah, « finalement je ne peux plus rien faire, et c'est trop tard ». Donc donner la bonne alerte, avec modestie. Hein. Et moi j'explique très souvent à ceux qui pourraient se trouver dans cette situation, dites bien où vous êtes et ce que vous voyez. Mais dites bien que vous voyez ça et pas le reste. Et je vous rappelle en termes de catastrophe, notre regard ne peut pas aller plus loin que notre vue. Je me souviens très très bien de mon collègue de Toulouse au moment de l'explosion de l'usine AZF. On était en contact direct téléphonique avec la première équipe SMUR qui était sur le terrain. Il me dit, je pense qu'il y a à peu près 200 ou 250 victimes. C'est vrai, lui envoyait 200 ou 250. C'était ce qu'il y avait autour de lui. Mais il ne pouvait pas savoir qu'il y en avait dans toute la ville. Simplement, plusieurs médecins comme lui qui ont tenu le même raisonnement ont permis de montrer qu'il y avait un dimensionnement énorme de la situation. On ne peut pas oublier cet élément-là. On ne peut croire que ce que l'on voit, mais on ne voit pas forcément tout. Mais pas oublier de spécifier, dans la situation où je suis. Voilà. Mon poste c'est ça, j'ai la tête au ras du gazon, et au ras du gazon je vois ça. Puis je prends un peu de hauteur, et le fait de pouvoir donner cette dimension associée au point de vue à partir de laquelle on l'établit, va permettre à d'autres qui ont un peu plus de recul de comparer les éléments.
Et vous avez remarqué ça, c'est très classique dans les nouvelles online qu'on a à la radio, qui sont extrêmement... Vous voyez le bilan des victimes fluctuer d'une manière absolument incroyable. Pourquoi? Parce qu'on part d'un cas particulier, on en fait une généralité, alors qu'au contraire, il faudrait collationner ces différentes informations avant d'émettre un raisonnement, en tout cas un diagnostic de gravité. Et on fait que du micromanagement et on ne comprend plus pourquoi les chiffres ne signifient plus rien, alors qu'il n'y a aucun recul qui permettrait de dire... Voilà. Par contre, en termes d'alerte, dire que vous en avez 50, 100, décrire le phénomène, ça c'est très important. Dans l'exemple d'isolement le plus classique, c'est que vous êtes médecin à un endroit, il y a une piste d'atterrissage, l'avion s'écrase. L'avion qui s'écrase, il faut dire qu'il y a l'avion. Et c'est pas du tout la même chose il y a un tremblement de terre, où il y a un raz-de-marée, bien entendu, sujet qui maintenant est extrêmement connu de tous les professionnels. Donc voilà ces éléments. Le dernier point, je voudrais souligner, dans ces circonstances d'isolement, tout ceci peut paraître négatif et pour des gens qui ne sont pas médecins, ils peuvent avoir l'impression qu'on est un peu démunis là-dedans. Mais il y a quand même un point qui joue énormément en notre faveur. Et celui-là, il ne faut surtout pas le rater, parce qu'on n'a pas beaucoup de choses en positif. Le point qui est important, c'est de savoir que dans une circonstance exceptionnelle provoquée par une cause extérieure, les victimes vont toutes avoir la même chose. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si vous avez une épidémie, tout le monde a la même maladie. Si vous avez un tremblement de terre, le phénomène qui va blesser les gens est à peu près le même partout. Donc vous allez retrouver des points communs très importants dans les victimes, au sens du diagnostic. Et le curseur, par contre, c'est la gravité. Certaines vont être très graves, et d'autres vont être moins graves. Donc le problème médical, c'est bien de trier la gravité. Et vous économisez une grande partie du diagnostic. Il n'y a pas une surface énorme. Ah ouais, mais c'est énorme. Parce que là, vous gagnez un temps précieux. Vous n'allez pas faire 10 fois le même raisonnement. Quand à Furiani, j'ai examiné les victimes corses qui étaient tombées, elles étaient toutes tombées de 4 mètres de haut et elles étaient ou non empalées par des bouts de ferraille qu'il y avait dans la tribune effondrée. La deuxième conséquence du fait que toutes les victimes proviennent du même mécanisme, ça va être une conséquence en termes de traitement. Et là aussi, on a une possibilité très intéressante d'organisation. Si tout le monde a la même chose, si vous examinez, après avoir passé donc, cet aspect bilan qu'on a vu, si vous rentrez maintenant dans votre rôle de soignant, eh bien, très vite, vous allez comprendre que tous vont avoir à peu près besoin de la même chose en termes de traitement. Donc, vous allez pouvoir aller plus vite sur le traitement. Mais surtout, et ça c'est très important, vous allez pouvoir écrire un traitement type. Et le traitement type peut sauver énormément de vies, car vous êtes le seul médecin, mais si vous expliquez à des gens qui sont autour de vous, secouristes, bénévoles, il faut faire ça pour tout le monde, et puis ensuite vous sophistiquez la partie qui est vraiment de la pratique médicale, vous économisez un temps considérable. L'écriture à chaud d'un protocole de soins peut devenir quelque chose qui améliore considérablement la prise en charge de la masse. Des bons exemples pour ça, enfin si malheureusement on peut parler de bons exemples, c'est la canicule. Quand on a compris que les victimes étaient en train de mourir parce qu'elles avaient 43 de température, la consigne n'a pas été de les amener à l'hôpital, la consigne était de les refroidir. Et nous avons mis en place très vite ici, puis ça a été relayé par tout le monde, par les secouristes, pompiers, par la Croix-Rouge, par tout le monde, faites baisser la température, trouvez de la glace, trouvez de l'eau fraîche, trouvez des moyens de ventilation. C'est un exemple typique de standardisation des soins. Malheureusement, dans cette circonstance, c'était un peu tard, c'était difficile, puis surtout, on n'avait pas tous les moyens pour se projeter et aller faire baisser la température de tout le monde. Mais c'était quand même le bon message. Et ça, on peut le retrouver dans de très nombreuses circonstances, où par exemple, si vous avez un certain nombre de grands brûlés, ben, vous pouvez standardiser leur prise en charge, si vous avez un certain nombre de traumatisés, vous pouvez le faire. Si vous avez un certain nombre de malades d'une épidémie, eh bien, le gouvernement, les experts peuvent donner une thérapeutique nationale. Voilà des éléments qui sont importants. Donc il ne faut surtout pas qu'on se prive de ce bénéfice qui est le fait que les victimes issues du même phénomène ont généralement les mêmes choses, plus ou moins graves, et qu'en conséquence, on peut gagner du temps dans la prise en charge et du temps dans la délégation de leur prise en charge par un protocole. Alors, ce qui me paraît vraiment très puissant dans ce raisonnement, c'est qu'on a dégagé d'abord le fait de ne pas s'enfermer dans une situation et d'être capable de prendre du recul. On a dégagé des grands principes pour simplifier quelque part des phénomènes de grande échelle.
Et avec tout ça, ça me permet de garder beaucoup de capacités intellectuelles si jamais on avait à faire face à quelque chose de nouveau, de plus complexe. Alors, j'y vois deux avantages. Premièrement, ça permet donc à ceux qui encadrent, ceux qui décident de prendre du recul. Mais ça permet aussi de prévoir l'évolution du système s'il échappe à tout contrôle. Si on donne les principes à tout le monde, que tout le monde les partage, et qu'à un moment, on se retrouve dans ce que je considère à l'heure actuelle, pour nous, le risque le plus dangereux, c'est la perte totale de communication interprofessionnelle. C'est-à-dire que nous nous retrouvions sourds et aveugles. Si on est tous sourds et aveugles, mais qu'on a tous appris les mêmes principes, ben le système va prendre une direction. Un peu comme si tout le monde avait sa boussole et va vers le nord. Et si on arrive à trouver le nord dans des circonstances comme celle-là, avec des principes extrêmement simples, ben ça peut éviter que le système devienne fou, s'emballe ou parte dans tous les sens. Si tous les médecins savent où est le principe, c'est qu'il faut un protocole de soins, il faut qu'on répartisse la gravité, qu'on prenne en charge les victimes, vous imaginez que ça donne quand même à tout ça un lien important. Puis au moment où on récupère, par exemple, les communications, la possibilité de s'informer, la possibilité de passer les messages, à ce moment-là, on est de plus en plus à l'aise. Mais avoir une ligne de flottaison sur des principes simples, c'est un peu la même chose que de se retrouver au milieu de la jungle. Si vous avez une boussole, vous savez quand même où vous allez. Et ce sont le Nord, ce sont les principes de fond d'intelligence de l'action et non pas les principes d'articulation des outils ou du fonctionnement opérationnel. Oui, c'est exactement ça le point. C'est qu'il ne faut pas qu'on confonde les outils et les objectifs. Et la fin ne justifie pas les moyens dans ce contexte. Et quand c'est vraiment grave et vraiment autre chose, c'est vraiment les principes de fin qui vont compter. Voilà. Et il ne faut pas se faire piéger par les principes de moyens. C'est où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Si on regarde ce qui se passe là, où est-ce qu'on va? Donc si on va là-bas, c'est un petit peu si vous conduisez une voiture. Alors, vous conduisez vite, vous faites attention à droite, vous faites attention à gauche, mais si la route s'arrête et qu'il y a un précipice, il vaut mieux freiner que de conduire vite. Et vous ne voyez pas forcément le précipice. Donc il vaut mieux peut-être lever le nez du volant, quitter le compteur et regarder devant. C'est ça qu'on dit que dans une situation de catastrophe, de crise, impliquant de nombreuses victimes. Je pense que c'est un point important parce que très vite on s'aperçoit que pour lever le nez, eh bien, la ligne de défense, il va falloir l'établir en profondeur. Et ce n'est pas gérer la crise dans les 2 heures qui viennent, dans les 2 jours qui viennent, c'est parfois beaucoup plus, et c'est parfois une réflexion en profondeur, et à chaque fois, l'idée de base, c'est de s'élargir. C'est pas gérer l'affaire dans un espace-temps déterminé, c'est prendre de la largeur et de la profondeur. Profondeur surtout parce que vous avez en plus à gérer un domaine dans lequel la bombe émotionnelle est énorme, enfin, la santé qui me touche, si c'est de la contagion par exemple, si les principes... Alors, la bombe émotionnelle est énorme et la quantité de soins à donner est énorme. Parce que n'oubliez pas que ce qui est émotionnel, c'est le début, mais que si on veut faire le travail correctement, il y a énormément de choses derrière. Ça intéressera beaucoup moins d'ailleurs, peu importe. Notre boulot, c'est quand même que les gens ils rentrent chez eux et qu'ils soient soignés. Et ça, c'est pas des heures, c'est des jours, voire des mois. Donc, très clairement, toute l'organisation qui se met en place a besoin de voir loin pour comprendre quelles vont être les implications d'un événement extrêmement aigu, extrêmement court, mais qui peut se projeter dans une dimension énorme par la suite. Vous savez, l'hôpital de Bastia, par exemple, a mis des mois à récupérer une activité normale. Quand on déclenche le plan blanc dans les hôpitaux, qui est notre dispositif actuel de mobilisation générale, on sait très bien qu'on vient d'orienter l'hôpital d'une façon où ça va nécessiter énormément de travail pour remettre en œuvre. Vous connaissez le principe du plan blanc. Le plan blanc, c'est qu'on arrête toute l'activité de l'hôpital et on ne fait plus que les urgences. Même principe. Tout le monde était dans sa direction, on donne un coup de cap et tout le monde prend une direction parallèle. Prise en charge des victimes, récupération de toutes les surfaces de soins, mise en place de toutes les techniques nécessaires par des gens qui ne font pas systématiquement tout ça toute la journée, mais qui deviennent des auxiliaires de ceux qui en ont la pratique. Et alors tout ça après, à reprendre aujourd'hui, puisque ici, Salut de Paris, vous êtes responsable de la régulation nationale, dans un cadre international, avec des affaires comme Madrid, ça pourrait être sur d'autres. Donc un élargissement du territoire et un élargissement de la complexité. Donc il faut vraiment... C'est ça, comment ils disent les anglo-saxons, le challenge. Vous avez vu, on commence à comprendre un certain nombre de choses avec une dimension qui est une dimension régionale, nationale. Par exemple, je peux vous dire ici, SAMU de Paris, si le SAMU de Paris perd pied, ce qui est une chose que nous devons envisager. Je ne vais pas vous dire on est les meilleurs, on est intouchables, on va réussir toujours. Ben, je sais que Lille et Rouen sont derrière.
Et nous avons travaillé avec l'île pour que l'île vienne nous aider, voire même prendre leur place. Et réciproquement d'ailleurs. Hein. Mais c'est un élément qui est très clair. Arrivant de l'extérieur, ils vont avoir une possibilité de nous épauler qui est vraiment quelque chose de solide. Ça, c'est un point. Mais le challenge, c'est quid des autres? Quid de l'Europe? La France n'est plus qu'un élément, non? Quid de l'Europe? Est-ce que nous pouvons être en transculturel et transfrontière sur ce sujet? C'est un vrai sujet. Regardez ce qui s'est passé avec les victimes du tsunami. Je ne parle pas des Indonésiens, je parle des touristes. La réponse est bien une réponse européenne. Demain, il y aura peut-être, excusez-moi, la nécessité de réfléchir à la prise en charge de victimes nombreuses venant de toute l'Europe. Ou que les pays européens soient en renfort ou secours d'une partie de l'Europe gravement touchée. À l'heure actuelle, on parle beaucoup dans la médecine de catastrophe de force d'intervention rapide, de projection rapide sur le terrain. Je pense que c'est des éléments importants, mais ce n'est pas la réponse exclusive au problème. Moi, j'aimerais bien une force de réflexion rapide. Exactement ce que je proposais pour Stockholm la semaine prochaine. Force de réflexion rapide. Et ça paraît totalement hors cadre. Le proposer, ce qu'on a toujours comme réflexion, c'est écoutez, on est ici pour résoudre des problèmes, on n'est pas ici pour s'en poser. Et je pense que c'est le contraire qu'il faut faire. Et en termes de projection, donc, moi je voudrais voir envisager un certain nombre de points, de scénarios, de circonstances, et que l'on sorte de l'idée bien souvent que quand on répète un scénario ou on crée un exercice, on s'amuse, je dis bien s'amuser, à gérer une situation qui nous paraît gérable. C'est-à-dire qu'on fixe les limites de notre incompétence déjà. Il ne faut pas raisonner comme ça. Dans les cas de figure que j'aimerais comprendre, c'est Phuket, peut-être 3000 victimes européennes. Savons-nous transporter 3000 victimes si elles ne sont pas mortes? Là, je vais vous dire, non, on ne sait pas. Alors qu'en Europe, 3000 victimes, c'est à notre échelle. Pouvons-nous aller chercher 3000 blessés à l'étranger? Les Français, les Allemands qui ont un SAMU comme nous, les Espagnols qui ont un SAMU comme nous, on ne s'est pas mis autour d'une table pour dire comment on allait faire. Alors, on peut l'improviser. Moi, j'ai des collègues allemands, on se rencontre avec des internationaux, on travaille, on a un relationnel médical, mais voilà un vrai sujet. Envoyer une force de réaction rapide humanitaire, c'est une chose. Récupérer nos ressortissants, se projeter dans un pays européen pour épauler les structures de santé, voilà un élément. Je ne crois pas que la réponse sanitaire soit toujours de mettre une tente pour faire de la médecine. Ça peut être de relever un collègue qui n'a pas dormi depuis 3 jours et 3 nuits parce qu'il s'est totalement enfoncé dans le phénomène que je décrivais et qu'il est plus qu'épuisé. Ce dont il a besoin, c'est de savoir qu'il peut s'arrêter parce qu'il y a quelqu'un de compétent qui va reprendre exactement le flambeau là où il a laissé. Donc quelqu'un qui a analysé la situation, quelqu'un qui sait que c'est là qu'il faut mettre le groupe de force. Ben, voilà des éléments. Ça, c'est des sujets qu'on ne travaille pas à l'heure actuelle. Et je pense que, en tant que professionnel, nous, on va développer ce relationnel, mais il mériterait d'être envisagé à un échelon supérieur de celui du professionnel de terrain, de celui du soignant, pour aller dans celui du décideur, de l'organisation. Et clairement, l'analyse rapide, la décision rapide, ça va être des éléments cruciaux, car nous avons des outils. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous ne sommes pas à court de ressources. Nous avons probablement énormément de potentialités. Mais le chef d'orchestre, les leaders qui vont pouvoir mobiliser à un moment les éléments qu'il faut et qui vont à chaud construire des stratégies cohérentes, ça c'est du travail. Ça c'est du travail. Il y a leadership dans la réflexion et amener le maillage qui est extrêmement riche et qu'il faut lier les deux à la situation. Voilà. Je prends pour ceux qui nous écoutent et qui comprennent bien la dimension. En France, il y a un SAMU par département. Il y a plusieurs équipes SMUR par département. Tous ces gens-là ont l'habitude d'être de garde, ils sont en permanence joignables. En quelques heures, on peut mobiliser des centaines d'équipes médicales qui sont, avec leur matériel, autonomes. On ne sait pas les transporter, on ne sait pas où les envoyer, mais on les a, ces équipes. Donc voilà des réflexions sur lesquelles on peut faire. Même chose avec nos pompiers, même chose avec nos forces de gendarmerie. Il y a donc énormément en France d'éléments. Il y a la même chose en Allemagne, il y a la même chose en Italie. Les Anglais, c'est un peu différent. Mais dans tous ces pays-là, nous avons beaucoup de points en commun et peut-être pas encore compris où était notre force. Et dans le raisonnement que je défends, qui est de dire que face à l'exceptionnel, il y a toujours la solution de s'élargir et de prendre de la profondeur, et dans un contexte comme celui-là, la dimension européenne me paraît à l'heure actuelle une dimension qu'on ne peut pas négliger. Et moi, je pousserai beaucoup pour qu'on aille dans cette dimension.